Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et pour ce dernier épisode consacré à Marcel Proust, car nous sommes vendredi, aujourd'hui, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous parler de ces personnages si nombreux dans les œuvres de Marcel Proust. Oui, la dernière domestique de Marcel Proust, celle qui devait lui survivre et contribuer largement à entretenir la flamme, s'appelait Céleste Albaret. Elle est entrée au service du grand écrivain quelque temps seulement avant la Première Guerre mondiale. Les Albaret, puisqu'elle est arrivée avec son mari s'appelait Odilon, il va être le dernier chauffeur de Marcel Proust. Odilon et Céleste Albaret sont entrés au service de Proust en décembre 1913. Autant dire que la guerre arrive très vite, et cette guerre, bien sûr, elle perturbe l'écriture de la recherche. Il a beau se retirer dans sa chambre couverte de liège, Marcel Proust est quand même, qu'on le veuille ou non, en prise avec la réalité de son temps. Et cette Première Guerre mondiale va beaucoup le marquer, d'abord parce qu'il y a un certain nombre de ses amis qui vont mourir au combat. Je pense à Gaston de Caillavet, à Bertrand de Fénelon, rappelez-vous. Et puis son frère, Robert, va participer au combat. Il est capitaine. D'ailleurs, il va recevoir la Légion d'honneur en 1915. Et Marcel, lui, qui est tellement malade, tellement asthmatique, tellement intransportable, évidemment est exempté. Mais il se demande si la guerre ne va pas le rattraper tout de même. Elle le rattrape en tout cas par la tension qu'elle fait régner, par le côté sombre d'une époque qui va fortement teinter le dernier tome de La Recherche du temps perdu, Le temps retrouvé, qui est écrit en grande partie pendant l'année 1917. Cette guerre alimente littéralement le récit de Proust qui, entre deux, n'ordonne pas moins quelques dîners au Ritz. Il continue sa vie mondaine, ou en tout cas il essaie. Il faut vous dire qu'il a reçu en 1916 la visite d'André Gide, et que Gide s'est rendu compte de l'erreur qu'avait commis Gallimard, qu'avait commis la NRF en refusant le manuscrit du côté de chez Swann. Et donc, à partir de 1916, Gide va proposer l'édition de la suite de La Recherche du temps perdu. À ce moment-là, Proust écrit Sodome et Gomorrhe, La prisonnière, La fugitive, et puis bien entendu Ce temps retrouvé, qui est en quelque sorte l'accomplissement, qui est la synthèse, qui est la conclusion naturelle de cette œuvre. C'est le 27 juin 1919, année fondamentale 1919. On vient de sortir de la guerre. 27 juin, on est en train de préparer la signature du traité de Versailles. C'est au moment même de la signature de ce traité de Versailles que paraît À l'ombre des jeunes filles en fleurs, en un seul volume à l'époque. Maintenant il est en 2 volumes, mais il sort dans un seul volume. Proust est très heureux de cet ouvrage. Il est convaincu que le fait qu'il y ait maintenant l'estampille Gallimard, NRF, va donner du prestige à l'ouvrage, et il a raison, puisque dès le mois de décembre, le 10 décembre de cette année 1919, alors qu'un grand nombre d'auteurs de la guerre ont écrit des livres sur ce conflit terrible, alors qu'on peut imaginer que le prix Goncourt va aller récompenser un hommage aux poilus, eh bien non. Le prix Goncourt, grâce notamment à l'influence d'un des membres du jury Goncourt, c'est Léon Daudet, le prix Goncourt est décerné à Marcel Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Ça, c'est le couronnement. Pour lui, c'est vraiment extraordinaire. Dans la foulée, on publie le premier tome du côté de Guermantes. Marcel Proust est fait chevalier de la Légion d'honneur. Il commence déjà à songer à l'Académie française. Il est en train de renaître, si je puis dire. Lui qu'on croyait mourant il y a encore, rappelez-vous, il y a 3 ou 4 ans. Néanmoins, c'est tout de même se montrer un peu optimiste. Et d'ailleurs, Marcel Proust parle de plus en plus de la mort. Il écrit beaucoup sur la mort, notamment dans ce volume du temps retrouvé. Il en écrit avec un certain humour. Je vous disais hier qu'il y avait beaucoup d'humour chez Marcel Proust. Vous savez qu'un de mes amis, Hippolyte Wouters, a relevé dans l'œuvre de Proust tous les éléments drôles. Et Laure Hillerin a eu l'idée de faire la même chose l'année dernière, et elle a publié chez Flammarion Proust pour rire, qui est une sorte de volume dans lequel elle a relevé de l'humour chez Proust, et notamment de l'humour noir. Et elle parle, enfin quand je dis elle parle, elle a relevé ce passage du temps retrouvé, où il est question de la princesse de Nassau, cette grande cocotte du monde que j'avais connue autrefois, dit le narrateur. Elle me reconnut, elle me serra la main et fixa sur moi les rondes prunelles mauves de l'air qui voulait dire
Comme il y a longtemps que nous ne nous sommes vus, nous parlerons de cela une autre fois. » Elle me serrait la main avec force, ne se rappelant pas au juste si en voiture un soir qu'elle me ramenait de chez la duchesse de Guermantes, il y avait eu ou non une passade entre nous. À tout hasard, elle sembla faire allusion à ce qui n'avait pas été, chose qui ne lui était pas difficile puisqu'elle prenait un air de tendresse pour une tarte aux fraises, et mettait, si elle était obligée de partir avant la fin de la musique, l'air désespéré d'un abandon qui toutefois ne serait pas définitif. Incertaine d'ailleurs sur la passade avec moi, son serrement de main furtif ne s'attarda pas, et elle ne me dit pas un mot. Elle regarda seulement, comme j'ai dit, d'une façon qui signifiait qu'il y a longtemps. Puis, m'ayant quitté, elle se mit à trotter vers la porte pour qu'on ne se dérangeât pas pour elle, pour me montrer aussi que, si elle n'avait pas causé avec moi, c'est qu'elle était pressée pour rattraper la minute perdue à me serrer la main, afin d'être exacte chez la reine d'Espagne qui devait goûter seule avec elle. Même près de la porte, je crus qu'elle allait prendre le pas de course. Elle courait en effet, elle courait vers son tombeau. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck, pour le dernier épisode de cette saga consacrée à Marcel Proust, vous nous parlez des personnages d'À la recherche du temps perdu. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que le narrateur et Marcel Proust sont la même personne ? Tout se mêle, vous savez. Regardez la façon dont Proust décrit la mort de Bergotte, le critique Bergotte, l'amoureux de l'art. Il mourut, écrit-il dans les circonstances suivantes, une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique ayant écrit que dans La Vue de Delphes de Vermeer, prêté par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune, qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. « C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse comme ce petit pan de mur jaune. » Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second. « Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. » Il se répétait « petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune. » Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement il cessa de penser que sa vie était en jeu et revenant à l'optimisme se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites, oh ce n'est rien ». Un nouveau coup l'abattit, il roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. La mort est là, elle rôde autour de Marcel Proust. Un matin du printemps 1922, quand je dis un matin, c'est à la mode de Proust, autant dire qu'il ne doit pas être loin de 3 heures de l'après-midi. Pour la première fois en 9 ans de service, Céleste, rappelez-vous Céleste Albaret, voit ce grand malade lui adresser la parole au sortir du sommeil. Habituellement, il attendait d'avoir d'abord ingurgité une tasse de café noir. « Bonjour Céleste », dit-il. Et là, je laisse la parole à la servante. Un instant, son sourire apparut déguster ma surprise. Puis il a repris « Vous savez, il est arrivé une grande chose cette nuit. » « Que s'est-il passé, monsieur ?» ?»« Devinez. » La jeune femme fait quelques tentatives, puis elle donne sa langue au chat. « Eh bien, Céleste, je vais vous le dire, c'est une grande nouvelle. Cette nuit, j'ai mis le mot « fin ». Il a ajouté, nous dit Céleste Albaret, toujours avec son sourire et cette lumière dans son regard, « Maintenant, je peux mourir. » Ce n'était pas un vain mot, puisque, quelques mois plus tard, le 18 novembre 1922, Marcel Proust rendait son dernier souffle. De nouveau Céleste, la pauvre est pleine de larmes, je la cite, «
Je n'ai quitté Monsieur Proust qu'au cimetière, et même alors je n'y croyais pas. Et puis un jour, il y a eu cette chose extraordinaire. Comme j'étais descendu de l'appartement, j'ai vu soudain la vitrine de la librairie qui était près de la maison rue Hamelin. Elle brillait de lumière. Et derrière la glace, il y avait les ouvrages parus de Monsieur Proust 3 par 3. J'en ai eu comme un éblouissement de ses presciences et de cette certitude qu'il y avait en lui, en pensant à la page de son livre où il parle de la mort de Bergotte. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, là c'est Proust qui parle, vous le comprenez, les livres disposés 3 par 3 veillaient comme les anges aux ailes déployées et semblaient pour celui qui n'était plus le symbole de la résurrection. À moins, mais Céleste ne paraît pas y avoir songé, à moins que le libraire de la rue Hamelin n'ait été un lecteur attentif de la recherche et qu'il n'ait accompli avec cette jolie vitrine, avec ses ouvrages disposés comme dans le livre 3 par 3, le plus conscient, le plus touchant des hommages.